Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Patricia Alémonière, grand reporter spécialiste des questions internationales. Bonsoir Patricia. Ziad Limam à vos côtés, directeur du mensuel Afrique Magazine, dont je rappelle une nouvelle fois le numéro de décembre-janvier 2026, l'Afrique du futur et la révolution IA en marche sur le continent africain. Face à vous Fabrice Rousselot, également journaliste spécialiste des questions internationales. Bonsoir Fabrice, ravi de vous retrouver et bonne année. Merci. Et bonne année aussi à Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Merci d'être là, Laure. Au sommaire, donc, ce soir de notre émission, la répression sanglante des manifestations en Iran. Hôpitaux et morgues débordés cette semaine, usage d'armes automatiques dans les rues. Le calme est depuis revenu, selon en tout cas le régime iranien. La Maison-Blanche, qui avait menacé d'intervenir en cas de répression, assure que 800 exécutions prévues ont été suspendues. Le blackout, lui, se poursuit depuis 8 jours maintenant. 90 millions de personnes quasiment coupées du monde extérieur. Enfin, une réponse, quoique modeste, des Européens face aux velléités d'annexion du Groenland par Donald Trump. Plusieurs pays, dont la France, y envoient des soldats dans le cadre d'une mission d'exploration. Emmanuel Macron l'affirme, l'Europe de la défense est bien là. La Maison-Blanche ricane et affirme que Donald Trump conserve ses ambitions intactes. Et des divisions entre occidentaux qui font sans doute les affaires de Vladimir Poutine, qui continue sa guerre en Ukraine. Nouvelle vague de frappes massives cette semaine, alors que les températures atteignent moins 20 degrés à Kiev. Dans ce contexte, Moscou estime que les possibilités se réduisent pour Kiev si elle veut trouver une issue négociée à la guerre. Voilà, et premier thème donc d'une semaine dans le monde, ce soir, bien évidemment, l'Iran et ses 90 millions d'habitants quasiment coupés du reste du monde cette semaine et toujours, encore aujourd'hui, après ce blackout organisé par les autorités dans un contexte, vous le savez, de manifestations et de répression aussi particulièrement sanglante. Très difficile d'avoir des bilans, mais l'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, parle d'au moins 3428 morts et de 20 000 personnes arrêtées. Un massacre à huis clos dont on ne connaît pas la véritable ampleur, mise en œuvre, en tout cas par un régime qui apparaît aux abois. Et alors que Donald Trump a entretenu le flou sur une éventuelle intervention américaine en Iran, le régime a affirmé que le calme régnait désormais, affirme aussi avoir repris le contrôle de la situation. Incertitude maintenant sur la suite. Toujours est-il qu'une partie du personnel de la base américaine d'Al Udeid au Qatar a reçu l'ordre de partir dans ce contexte. On va tout de suite écouter Mike Waltz, représentant américain auprès des Nations Unies. Toutes les options sont envisagées pour mettre fin au massacre. Et personne ne le sait mieux que les dirigeants iraniens. Ziad, les hôpitaux, les morgues, je le disais, étaient débordés cette semaine. On a vu vraiment des images effroyables parvenir d'Iran. Selon certains chiffres, je le disais, au moins 3428 morts selon cette ONG basée en Norvège, mais ce chiffre est sans aucun doute largement sous-estimé. Et on a vu donc les forces répressives iraniennes utiliser des armes automatiques en pleine rue. C'est inédit. C'est inédit, c'est féroce en fait. Il y a eu 2 phases. La semaine dernière, quand on en parlait, on sortait d'une première phase où il y avait une espèce de tentative du président iranien de dire faut pas tirer sur les manifestants. Il ne faut pas tirer, il y a des attentes légitimes, etc. Et puis ça a basculé à la fois par le fait que le mouvement lui-même a pris une ampleur assez incroyable, puisqu'on est sorti des revendications, j'allais dire presque économiques, pour attirer beaucoup plus largement des foules considérables dans toutes les rues, etc. Et peut-être aussi le fait que les opérations de Trump aux États-Unis, au Venezuela, les menaces, tout ça, ça a créé une ambiance dans un régime qui a basculé en fait d'une posture moyennement ouverte à une posture totalement sécurocrate, parce qu'il est menacé dans ses fondements, parce qu'il est menacé dans sa survie. D'une part parce qu'il n'a rien à offrir à cette population sur le terrain social déjà et le terrain des libertés, et il n'a rien à offrir en protection de l'Iran par rapport aux menaces extérieures. Donc c'est un régime qui est à nu. Et donc dans ce régime à nu, avec un gardien, avec un chef de la révolution, un ayatollah suprême dont on ne sait pas trop en fait, à part le fait qu'il apparaît à la télé de temps en temps, on ne sait pas trop jusqu'à quel point il est maître de la situation. Donc il semblerait que c'est le conseil il est très vieux. Oui, 86 ans.
C'est un espèce de conseil de sécurité qui gère tout ça. On ne sait pas très bien si c'est les gardiens de la révolution qui mènent la répression, si c'est la police, si c'est l'armée, si c'est un mélange de tout. Mais tout ce qu'on sent, c'est que c'est aux abois, c'est le dos au mur, je n'ai rien à proposer, je suis menacé de l'extérieur quand même, de manière permanente par les Américains et leurs alliés israéliens. Et donc, je fais ce que je peux pour m'en sortir et je joue la carte aussi, outre la répression, après moi, le chaos. Et donc, on persuade ses voisins immédiats, les pays du Golfe, y compris le Pakistan, la Turquie, etc., que si je tombe, tout le monde paye. Et c'est cette espèce de scénario qui fait qu'on en arrive à cette simili-pause dont, franchement, je ne pense pas que ça va durer. Je pense que la crise est maintenant déclarée et ouverte et que c'est un processus en cours. Et dans un contexte, Patricia, de coupure quasi totale des télécommunications depuis maintenant 8 jours, c'est parmi les plus longues jamais enregistrées dans le pays, pays qui est coutumier quand même à ce genre de coupure, il faut le rappeler. Là aussi, ça montre que le régime est plus affaibli que jamais. C'est la coupure et le blocage, j'ai envie de dire, d'Internet le plus fort qui n'ait jamais existé en Iran. Mais les activistes s'étaient quand même organisés depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et on estime aujourd'hui, d'après les informations qu'on peut obtenir des ONG et qui essayent de faire parvenir des moyens de transmission aux Iraniens, qu'il y aura entre 40 et 50 000 quand même terminaux Starlink d'Elon Musk en Iran encore. Enfin, qui en a à peu près ce montant qui était parvenu. Alors, il y a eu des saisies, effectivement, orchestrées, démontrées par le gouvernement avec force vidéo, etc., des terminaux saisis, puisque vous savez que pour diffuser, il faut être sur les toits, hein, effectivement. Donc, certainement, voilà, il y a eu des brouillages, parce que, effectivement, les Iraniens, avec des méthodes et des outils, et l'appui des Russes et des Chinois, ont essayé de brouiller très fortement les signaux GPS, parce que pour brancher son terminal et diffuser, il faut passer par des signaux GPS. Mais ça passe encore, et ça passe encore aujourd'hui. Et hier, par exemple, on a eu, ça je l'ai vu dans un journal anglo-saxon, on a eu des vidéos qui sont venues d'une petite ville de province. Alors, demandez-moi pas le nom, parce que alors moi, c'est trop compliqué pour moi à me souvenir des noms iraniens, enfin perses. C'était un enterrement d'un ouvrier qui avait été tué dans les affrontements. Il y avait des milliers de personnes encore, apparemment. On estime 3000, on ne sait pas bien. Et il chantait, il hurlait « mort » à Khomeini, au guide suprême. Oui, ce genre d'images ont aussi été identifiées par la cellule des observateurs de France 24. Donc effectivement, ils disent que le calme est revenu, mais ça se poursuit quand même. C'est d'hier. Donc ça prouve que, comme le disait très justement Ziad, effectivement, il y a une pause, parce que quand on a perdu son enfant, son mari, son frère, etc., on pense à l'enterrer si on peut récupérer le corps, parce que vous savez que les gardiens de la Révolution font payer pour récupérer les corps. Et quand on sait à quel point c'est important d'enterrer immédiatement dans ces pays les défunts, c'est absolument abominable, cette technique. Néanmoins, il y a peut-être... On pense effectivement qu'il y a une pause, mais... Pause veut-elle dire arrêt du mouvement? C'est ce que souhaite le régime. On ne le sait pas, et on le sait d'autant moins que Donald Trump, et j'en finirai par là, maintient le flou et l'ambiguïté en disant bon, d'accord, pour l'instant, grosso modo, pause, parce qu'il ne tue pas, il n'exécute pas tous ceux qu'ils ont arrêtés. D'ailleurs, ce soir, ça paraît lunaire, mais il remercie même l'Iran de ne pas avoir exécuté ces 800 personnes. Hein. Mais je fais quand même venir mon porte-avions Abraham Lincoln, qui était en Asie, je le fais revenir dans le Golfe. J'en fais venir un autre qui descend de Norfolk en Méditerranée. Donc, on sent bien que, côté américain, l'option militaire n'est pas totalement abandonnée. Elle est effectivement toujours sur la table. Certains officiels américains l'ont répété, Fabrice. Néanmoins, pour l'heure, ce n'est pas le cas. Et on a appris d'ailleurs cette semaine du New York Times qu'Israël aurait également demandé à Donald Trump de différer toute frappe éventuelle sur l'Iran. Alors comment interpréter cette posture d'Israël qui, la semaine dernière encore, disait que de son côté, il y avait un nouveau plan de frappe sur l'Iran qui était prévu? Je pense qu'il y a une crainte de déstabilisation de cette région, avec quand même une capacité
capacité encore de l'Iran de pouvoir frapper ses voisins, etc. Et donc, c'est vrai qu'on a vécu un peu une espèce de semaine où on ne savait absolument pas ce qui allait se passer, avec le chaud et le froid, Trump qui hésite, qui revient, etc. Il y a quand même... On dit que c'est un régime aux abois. Ça fait longtemps qu'on dit que c'est un régime aux abois. Et il y a quand même quelques clés du système iranien et du régime iranien. Si ces clés-là ne sautent pas, c'est compliqué. Et surtout si l'Internet apparemment serait arrêté jusqu'en mars, jusqu'au 20 mars. Hein. C'est ce que j'ai entendu, le nouvel en Perse. Donc, ce qui fait quand même 2 mois et demi encore sans Internet. Deux choses. L'un des soucis en Iran aujourd'hui pour qu'un mouvement de révolte arrive à quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité d'opposition, il n'y a pas de leader. Raza Pahlavi, je suis désolé. Oui, il ne fait absolument pas l'unanimité. Il n'est pas connu des jeunes. Alors, il a appelé une nouvelle fois aujourd'hui, dans une nouvelle intervention, à une intervention, mais effectivement, il ne fait pas l'unanimité. Le deuxième élément, on le sait, j'entendais ce terme que je trouve est un très bon terme. L'Iran aujourd'hui, c'est un régime théosécuritaire. C'est-à-dire que c'est une théocratie, mais ça tient à cause de la sécurité et de l'appareil, non pas militaire, mais de l'appareil de sécurité autour. L'armée, aujourd'hui, est un petit peu de côté. Donc, on a les basses d'Aran, les gardiens de la Révolution. On a les bassidjis qui ont assuré quand même les basses tâches pendant ces manifestations. Et c'est vrai que les gens qui connaissent l'Iran mieux que moi disent que si ces verrous-là ne sautent pas, ça va être très compliqué. Dernier élément, Ziad l'a dit, Khamenei est quand même très affaibli. Il y a en effet un espèce de conseil national avec le président du Parlement, etc., qui dirige un peu les choses. Donc, est-ce qu'il y a un moyen, à un moment ou à un autre, parce qu'il faut bien comprendre aussi qu'une intervention militaire, par exemple, américaine, serait très mal perçue en Iran par une grande partie de la population et ne serait pas forcément très utile, en tout cas. Certains ont quand même scandé le nom de Donald Trump dans ces manifestations. Il y a quand même cette difficulté à dire on va être libéré par les Américains, ce qui est quand même pour un Iranien est compliqué. En tout cas, c'est dire le degré de désespoir de la population. En tout cas, pour ceux qui scandent. Mais parce qu'ils ont aussi scandé Reza Pahlavi, et là aussi. Bien sûr. Est-ce qu'à travers des pressions, à travers une pression, une menace constante, il y a une possibilité que quelque chose bouge à l'intérieur du régime et que, par exemple, les positions de l'appareil sécuritaire bougent? Peut-être. Après, il y a malin qui peut dire combien de temps ça va durer. Mais les Américains n'étaient pas prêts au départ. Hein. Enfin, je veux dire, cette révolte, elle nous a tous surpris. Hein. Donc, militairement, on ne va pas frapper si on n'est pas prêt. Parce que Donald Trump, il y a bien quelque chose... On voit bien qu'il improvise. Là, il y a bien quelque chose qu'il aime, c'est réussir. Et réussir même dans ses frappes. Et Patricia, il y a eu visiblement une grosse pression aussi des pays du Golfe. Alors, effectivement... Comment le comprendre alors que ce sont des adversaires historiques pour le coup de la République islamique? Adversaires historiques qui s'étaient un peu rapprochés, l'Arabie Saoudite, le Qatar, enfin, tout ça c'est historique, mais tout ça c'était, j'ai envie de dire, il y avait un dégel dans le contexte actuel. Et puis, c'est des pays qui veulent économiquement s'en sortir aujourd'hui. Le prince saoudien a un grand projet, son Arabie saoudite 2030-2050, etc. Ces Jeux olympiques. Enfin, vous voyez, c'est des pays comme les Émirats qui veulent absolument avoir une garantie de stabilité économique. Et tout comme Israël, d'ailleurs. Donc, si l'Amérique n'est pas sûre à 100% de réussir son coup, eh ben, eux, ils se disent, parce qu'ils le savent, hein, que les Américains n'étaient pas prêts. Hein. Il suffit de voir où sont les porte-avions et où sont les avions et où sont les... Enfin, tout ça, ils sont au courant quand même. Donc voilà, je pense que et j'en finirai par là, cette réserve est due économiquement et stratégiquement. Il y avait un risque quand même de déstabilisation profonde, parce que comme vous l'avez dit tous les deux, il n'y a pas de plan derrière, et on ne parle pas d'un petit pays, on parle d'un pays de 95 millions d'habitants, avec des tas de forces politiques à l'intérieur de ce pays. Ce n'est pas un pays éteint sur le plan politique. Il y a des minorités, ethnies, hein. il y a plusieurs identités à l'intérieur de l'Iran. Il y a une théocratie, mais qui a encore quelques appuis dans une partie de la population. Il y a une population très sécularisée, qui est probablement celle la plus sécularisée du Moyen-Orient aujourd'hui, paradoxalement. Il y a des jeunes. Tout ça est très compliqué et on n'avait pas la clé de sortie. Et donc, on se disait, mais si ça pète... En fait, l'argument, c'était de dire il faut faire un coup gagnant
tout de suite. Ben oui. Mais ça veut dire quoi? un coup gagnant tout de suite dans un pays comme celui-là, ça veut dire décapiter tout l'appareil des gardiens de la c'est les Révolution. gardiens. Oui. Ça veut dire prendre Ali Khamenei ou l'éliminer. Ouais, fameux, Donc c'est oui. une opération d'ampleur. J'ai lu un article assez intéressant sur l'attitude israélienne qui Et après, dit... on passe au dessin. Ouais, l'attitude israélienne, en fait, ils n'étaient pas prêts, ils avaient peur peut-être d'une riposte qui n'était pas préparée, il n'y avait pas les Américains pour les aider, mais surtout, il semblerait qu'ils attendent que ça se déglingue encore plus, que la situation de l'Iran se déglingue encore Attendre plus le pour que second le souffle. coup, voilà, pour que le coup d'après soit un coup gagnant. Mais c'est pour ça que je pense quand même que c'est vrai que ce régime a survécu déjà à beaucoup Ça n'a rien à voir. d'étapes comme ça, mais là, je pense quand même qu'il y a une question de survie qui se joue maintenant clairement pour le régime iranien. Laure, qu'en disent les dessinateurs? Oui, on a reçu énormément de dessins sur ce qui se passe On imagine. en Iran. Donc, il m'a été difficile d'en choisir 4. Je commence par le grand dessinateur iranien Manan Eyestani, qui vit en France depuis plusieurs années. Après le boucher de Damas, vous voyez le boucher de Téhéran. Face à la répression sanglante, l'inaction de la communauté internationale interroge le dessinateur. Bonjour, nous condamnons fermement tout ceci, mais sans plus. Et vous savez, quand les dessinateurs, justement, convoquent des images aussi qui révulsent comme ça, c'est une façon, en fait, de nous interroger, de nous interpeller, de nous dire vous êtes révulsés par cette image, mais la réalité l'est bien plus. Donc, c'est une forme de provocation qui pousse à la réflexion. Oui. Un autre dessin du dessinateur français Sié, justement, on parle de massacre à huis clos parce que, donc, on l'a dit, Internet a été coupé pendant plusieurs jours, blackout en Iran. Restauration du système en cours. Oui, parce qu'effectivement, pendant ce temps-là, pour se maintenir donc au pouvoir, le avec régime une corde a de tué. pendaison, hein. Vous voyez qu'il y a des petites traces sur le clavier qui l'expliquent. A pendu. Vous voyez la souris qui reprend donc la corde, l'image de la corde. Et c'est un dessin qui montre peu et qui dit tout. Un troisième dessin du dessinateur belge Lectre, l'épée de Damoclès sur le régime moribond, on vient de le dire, des mots là, tout le monde aura compris qui c'est, on n'a même plus besoin de le dessiner. Sa cravate suffit, donc on l'a dit, il est retenu pour l'instant par les monarchies du Golfe, mais pour combien de temps, c'est toute la question, et c'est un petit peu toute la question que cette semaine on s'est tous posé. Puis pour terminer, un dessin du dessinateur turc Alice Dogoz que j'aime bien montrer parce que les Iraniens vont peut-être devoir choisir entre l'ayatollah et le fils du Shah, et en fait ce dessin montre que les Iraniens ne veulent ni Mollah ni Shah, et c'est vrai qu'ils méritent tellement mieux. Merci beaucoup Laure pour ces dessins particulièrement poignants. On passe maintenant à notre deuxième thème, le Groenland. Après le temps de la sidération, sur ce dossier est venu le temps de l'action. En tout cas, c'est ce qu'affiche Emmanuel Macron, qui dans ses vœux aux armées hier a annoncé l'envoi prochain de moyens terrestres, aériens et maritimes au Groenland en appui à ces 5 soldats français déjà présents sur place dans le cadre d'une mission européenne. Déclaration au lendemain de la réception à la Maison-Blanche du Premier ministre groenlandais et de la Première ministre danoise par J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, dans un contexte donc très tendu, alors que Donald Trump répète que les États-Unis ont besoin du Groenland pour leur sécurité nationale, précisément pour le Dôme d'Or, ce projet de bouclier antimissile américain. Les autorités du Groenland, elles répètent, ces convoitises doivent cesser. On va écouter le Premier ministre groenlandais. Le Groenland n'appartiendra pas aux États-Unis. Le Groenland ne sera pas dirigé ni contrôlé par les États-Unis. Le Groenland ne fera pas partie des États-Unis. Fabrice, face à ces menaces, plusieurs pays, dont la France, envoient donc des soldats au Groenland. Alors il y a la Suède, l'Allemagne ou encore la Norvège. Cette mission militaire européenne s'appelle Arctic Endurance. Enfin, un semblant de réponse face à cette prédation américaine ou... Enfin, c'est pas beaucoup quand même. Voilà, un semblant de réponse. Je sais que ça a été beaucoup critiqué. On s'est beaucoup amusé des 15 chasseurs alpins, des 13 Allemands, pour etc. Il y en a 5, mais oui. Voilà, ils vont être 15 bientôt.
je pense que c'est un petit signal. Et je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on ait envoyé ce signal-là, parce que le problème, c'est que si on ne fait rien avec Donald Trump, il va continuer. Après, on est évidemment dans une question, on se croirait dans un espèce de tableau surréaliste depuis le début, où on a des membres de l'OTAN qui craignent une intervention d'un autre membre de l'OTAN sur un terrain qui appartient déjà à un membre de l'OTAN. Enfin, on a du mal à comprendre. Il y avait besoin d'une espèce d'une réaction. Donc on le voit avec ces envois de chasseurs alpins. Évidemment, ça ne suffira à rien faire s'il y a des prédations, en tout cas des comportements prédateurs des Américains. Après, il faut quand même comprendre qu'aux États-Unis, il n'y a pas grand monde qui veut aller faire une intervention militaire au Groenland, même parmi les militaires américains. On le disait, invisiblement, même la population 3 personnes sur 4, selon un sondage, serait opposée. 77% des Américains le repoussent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on disait toujours que Trump, durant son premier mandat, avait des gens autour de lui qui le calmaient un petit peu et qui lui permettaient... Et c'est vrai qu'il avait évoqué le Groenland. Le Groenland, c'est une petite lubie américaine, 1867, 1939, enfin, etc. Et là, pour la première fois, il y a des gens qui lui ont dit c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, ça a permis de calmer un petit peu les choses. Et puis, symboliquement, il y a cette délégation américaine aussi qui est sur place, donc bipartisane. Le Congrès est allé voir, donc c'est vrai que c'est la première fois, honnêtement, qu'on voit le Congrès tout d'un coup. Et il y a des républicains donc, dans la délégation. Sur la scène internationale américaine. Donc, j'ai l'impression qu'on se dirige vers des espèces de négociations un peu forcées à la mode Trump. Il y a un enjeu économique, on le sait. Il y a un enjeu, évidemment, de surveillance à ce niveau-là. Il y a un enjeu historico-culturel sur ce Groenland dont les Américains ont toujours estimé qu'il faisait un moment partie, qu'il devrait faire partie du continent. Il y a cette fameuse doctrine Monroe. Je pense que... J'ose espérer qu'une intervention militaire américaine au Groenland n'est pas dans les prévisions de l'année 2026. En tout cas, son envoyé spécial Groenland sera sur place en mars et il dit espérer qu'un deal sera fait. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Patricia, sur ce message que les Européens envoient à travers l'envoi de ces soldats, alors oui, il est modeste, je vous vois lever les sourcils. Néanmoins, ça dit quand même que voilà, là, c'est chez nous, en gros. Oui, enfin, ça dit c'est chez nous. On parlait de sphère d'influence la semaine dernière avec chez nous, Ziad. mais qu'est-ce que vient de dire aujourd'hui Donald Trump? Il vient de dire tous ceux qui s'opposent, je vais les taxer. Je vais rajouter des droits de douane. Alors, je ne vais pas forcément vous confronter avec en envoyant sur le Groenland des boys, parce que d'abord, j'aime pas mettre boot on the ground, comme il dit toujours, mais c'est mes droits de douane. Donc, qu'est-ce que va faire l'Europe, la France, etc., si on nous met 25% en plus de droits de douane? Donc notre marge de manœuvre, si on le prend en frontal, jusqu'à présent, les Européens n'ont jamais voulu prendre de front en frontal Donald Trump. Ils ont toujours essayé de louvoyer, lui dire qu'il était génial, en espérant l'amener, ça c'était la stratégie ukrainienne, en espérant le ramener de leur côté. Bon. Là, je crains que cette stratégie montre ses limites. Parce que pour deux raisons. D'abord, l'Europe n'est pas prête de faire une vraie confrontation économique, c'est-à-dire de mettre, elle, des droits de douane par rapport à l'Amérique, parce qu'on est un superbe marché quand même, plus de 350 millions, donc on pourrait faire des choses. On n'est pas prêt pour l'instant. On voit bien, on est même désunis pour l'emprunt russe, alors vous imaginez... sur les GAFAM. Voilà, enfin bon, on est désunis. On n'est pas prêt alors qu'on pourrait le faire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a en face de nous un bulldog qui, lui, veut son étoile supplémentaire dans le drapeau américain, pour laisser un nom à la postérité, parce que cette année, c'est le grand anniversaire de la création, en quelque sorte, de l'État des États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut dire, ça y est, cette année, moi, le président Donald Trump, j'ai rajouté une étoile. Et ça, il le veut. Et autour de lui, même les bonnes volontés, je crois, vont avoir beaucoup de mal pour le persuader qu'il n'aura pas son étoile ou son drapeau. Parce qu'il a voulu le prix Nobel, il ne l'a pas eu. Il veut l'étoile au drapeau. Et là-dessus, il est absolument déterminé. Donc, il va vraiment falloir que l'Europe se décide à être unie sur un plan économique. Et on n'en est pas là. Ziad, on ne pouvait pas frapper un peu plus fort quand même à ce stade ? Non, mais frapper un peu plus fort pour faire quoi ? Vous n'avez pas envoyé un porte-avions. Visiblement, il n'y a que ça qui marche avec Trump, c'est montrer les muscles. Il n'y a que 100 Américains, de toute façon. Parler le même langage, en tout cas. Le bras de fer est quand même
destruction. Pas tout à fait le même. On ne va pas envoyer le porte-avions Foch au large du Groenland. Foch, non, surtout pas Foch. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Charles de Gaulle. Le Foch, il est... Charles de Gaulle, on ne va pas envoyer ça. On ne va pas monter en gamme tout de suite. Comme disait Patricia, il y a une espèce de méthode européenne qui cherche à gérer le phénomène Trump par des petites avancées, des petits signaux symboliques pour éviter que la crise devienne éruption, pour éviter que la colère devienne ingérable, etc. Donc je pense quand même, et moi je suis plutôt de l'avis de M. Rousselot, je pense quand même que le fait d'envoyer des gens avec des costumes militaires sur ce terrain, et ça va s'organiser, ça va monter, c'est dans le cadre d'une opération européenne, donc tout ça c'est des symboles envoyés, danoises et européennes, donc tout ça, ça envoie un message quand même que malgré notre faiblesse, malgré notre fragilité, malgré ceci, malgré cela, on pense que c'est une ligne rouge, on vous le dit de plusieurs manières. Après, moi, ce que je trouve absolument fascinant, c'est qu'il a fallu attendre 2-3 mois pour qu'on entende les Groenlandais. C'est quand même une histoire de dingue, ce truc. Il y a des gens qui vivent sur ce territoire, qui sont chez eux, qui parlent une langue, qui ont une culture, qui ont un accord qu'on peut discuter avec le Danemark depuis 3 siècles, qui est quand même d'essence relativement coloniale, mais ça s'est organisé, ils ont un large niveau d'autonomie. Et ces gens disent... Par plusieurs voies, on ne veut pas être américain. On ne veut pas être américain. Et il y a une proposition absolument délirante de leur filer 10 000 $ chacun. C'est une humiliation, les gens le vivent comme ça. Mais le Premier ministre danois est quand même allé à Washington, il a été reçu à la Maison-Blanche cette semaine. Le fait même d'y aller, mais c'est ce que, on a l'impression qu'il y a une négo, alors que ça devrait être pas négociable. Normalement, c'est pas négociable, mais comme a dit Patricia, il y a Bulldog Dingo en face. Donc il faut faire attention. Et donc s'il faut s'humilier un petit peu, excusez-moi du terme, s'il faut s'humilier un petit peu à faire semblant, ou en tous les cas de calmer la machine à vapeur, on essaye. Mais sur le fond, je pense que c'est très très clair. Sur le fond, les personnes censées aux États-Unis, y compris au Congrès, pensent que c'est la fin de l'OTAN. Sur le fond, c'est la fin du nerf. Sur le fond, c'est la déstabilisation complète. Donc on sait qu'on n'ira pas très loin. Et puis le temps est compté. Moi, je pense que chez Trump, il y a aussi le fait qu'il a des midterms au mois de novembre, dont il sait, parce qu'il y a des sondages maintenant très structurés qui sortent, qui annoncent au moins que la Chambre sera perdue, probablement, que ça va l'handicaper, qu'il va y avoir une procédure d'impeachment, peut-être, qui va revenir, que donc tout cet agenda va se gripper. Il est à fond. Il a besoin de créer des victoires. Il a besoin que son agenda, on parlait avant l'émission du fameux document Heritage... le projet 2025, tout est écrit. Tout est écrit dedans. Donc il a besoin que ça avance vite. Parce qu'il sait que dans quelques mois, il peut lui-même être en difficulté et son agenda est en difficulté. La situation interne aux États-Unis est catastrophique. Enfin, vous imaginez des militaires dans la rue qui tirent sur les gens. Enfin, ça tiendra pas. Donc l'accord descendu aussi, comme ça. Mais il y a des choses à négocier encore au Groenland. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement négocier avec... Une base de plus. Non, mais il y a une base avec 100 Américains, mais il y a 2 brise-glaces contre 50 brise-glaces russes. On peut négocier une présence ou des accords avec peut-être des exercices militaires. Ils peuvent tout faire. On peut négocier ça. Donc je pense que c'est pas complètement inutile que les Danois aillent voir. Après, c'est vrai que l'imprévisibilité de Trump est un élément, et la remarque de Ziad est tout à fait fondée. Les midterms arrivent, et Trump, il n'est pas bien chez lui. Là. Dans les sondages, il est vraiment au plus bas. La situation est un peu compliquée. Mais le problème, c'est son hubris. C'est son hubris, et il part tout seul actuellement. Et sur cette histoire de Danemark, il part vraiment tout seul, parce que vous avez parfaitement raison. En fonction de l'accord, il peut mettre toutes les bases qu'il peut, pour en mettre 20, s'il veut, et il peut passer tous les accords économiques qu'il veut pour exploiter les terres rares. Donc son problème n'est ni les terres rares, ni la stratégie. Son problème, c'est sa volonté de mettre la main. Et les Danois, qui sont pourtant le cheval de Troie de l'Amérique en Europe, on peut les appeler comme ça, parce qu'ils achètent que des avions américains, etc., eh bien, sont sortis totalement déprimés de la rencontre avec Vance. Allez, un coup d'œil au dessin sur le Groenland. Oui, mais là, pareil, ça a été une avalanche. Plus sympathique que l'iranienne, je dois dire. On commence par un dessin du dessinateur mexicain qui rejoint un petit peu ce que vient de dire Patricia, cette Boligan, immense dessinateur latino-américain, sur justement l'attitude puérile, le bulldog dingo, comme disait Ziad, puérile et capricieuse d'un Trump qui veut simplement... Ça va me rester ce truc. Oui, c'était bien trouvé, il y a même... C'était joliment dit. Qui veut s'accaparer le cornet du voisin, ni plus ni moins. C'est rajouter l'étoile au drapeau et la stratégie et les ressources sont absentes de ce dessin. Donc c'est quand même extraordinaire, tout est dit sans un mot. Un deuxième dessin du dessinateur français Rodot.
sur justement l'Europe devant la toute-puissance américaine et dans les nouveaux rapports de force qui gouvernent le monde. L'Europe continue d'apparaître bien faible. Je lis le dessin. Groenland, l'Europe réagit. C'est pourquoi, cher monsieur Trump, nos méthodes vous scandalisent, choquent, offusquent. On voit que Ursula von der Leyen, en dictant son courrier, hésite sur les mots à employer pour ne pas justement le briser. Puis son secrétaire qui dit « nous humilie », ça passera peut-être un peu mieux. Un troisième dessin du dessinateur belge Kroll pour Le Soir. Donc, devant une situation à ce point sidérante, vous savez, les dessinateurs, ils n'ont pas d'autre choix que de faire appel à l'humour de l'absurde, puisque la situation l'est tout autant. Comme ici, vous voyez le Groenland subitement devenu l'objet de toutes les convoitises. Et puis, alors, j'aime beaucoup les détails de dessin. Donc, vous voyez tous les navires autour, USA, Pologne, Chine, France, Allemagne. Évidemment, Trump, l'enfant Trump qui arrive en bouée juste avant son navire américain. Et puis, ma foi, on a deux petits manchots avec la petite otarie qui se demande « J'ai rêvé » où on était bien tranquille jusqu'ici. C'est sûr que ça fait un changement. Et puis, pour terminer, un dessin de Chapat pour The Boston Globe sur les conséquences sur l'OTAN. C'est vraiment une trouvaille extraordinaire. Si les États-Unis nous attaquent, on invoque l'article 5 de l'OTAN, ce qui obligera les États-Unis à nous défendre. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur la situation surréaliste. J'aime beaucoup ce dessin parce qu'on a froid rien qu'en le regardant. Excellent dessin. Merci beaucoup, Laure. Les derniers thèmes d'une semaine dans le monde ce soir. Et par rapport à cette situation, il en est un qui doit se réjouir de ces querelles entre Européens et Américains. C'est Vladimir Poutine qui continue inlassablement sa guerre sur l'Ukraine. Nouvelle vague de frappes massives cette semaine alors que les températures sont polaire sur le territoire, moins 20 degrés à Kiev hier. Dans ce contexte, Moscou estime que les possibilités se réduisent pour l'Ukraine si elle veut trouver une issue négociée à la guerre. Une délégation ukrainienne est en tout cas en route en ce moment vers les États-Unis. De son côté, toujours dans ce discours aux armées à Istres, hier, Emmanuel Macron a formulé une mise en garde. On va l'écouter. Pour tous ceux qui pensent que la Russie serait une question qui ne nous concerne pas, il doit être reçu 5 sur 5. Nous sommes à portée de ces tirs. Et donc, si nous voulons, là aussi, rester crédibles, nous devons, nous, Européens, et tout particulièrement la France, qui dispose de certaines technologies, nous saisir de ces nouvelles armes qui changeront la donne à court terme. Nous devons avancer avec force sur ces capacités de feu dans la très grande profondeur. Capacité qui vient accroître notre crédibilité et épauler notre dissuasion nucléaire. Alors Patricia, d'abord sur cette mise en garde d'Emmanuel Macron qui précise qu'un effort supplémentaire de 36 milliards d'euros pour 2026-2030 doit être réalisé afin d'accélérer, dit-il, le réarmement. Qu'en pensez-vous ? Alors, il a raison. Effectivement, il faut accélérer le réarmement, mais enfin, ça fait quand même... nous sommes entrés en économie de guerre, il l'a dit quand déjà bon. Donc tout ça prend un certain temps, semble-t-il, en France, pour mûrir. Et il est vrai que l'on a des rouages qui alourdissent la mise en place de cette économie de guerre. On a un organisme qui s'appelle la Délégation Générale à l'Armement. Je ne vous dis pas, il lui faut 3 ans pour réfléchir si tous les boulons, grosso modo, sont bien à leur bonne position. Enfin, je schématise. Mais les industriels reconnaissent tous qu'il y a des réformes urgentes à faire dans l'industrie de défense française et en particulier dans cette délégation qui ralentit beaucoup les processus. Et il y a aujourd'hui des industriels qui ont fait effectivement beaucoup d'efforts. On fabrique beaucoup plus d'obus, on fabrique les chars, des chars et surtout le canon César beaucoup plus rapidement, on fabrique les Mirages plus rapidement, mais c'est très loin d'être suffisant. Il y a des commandes qui ne sont pas passées. L'État n'a pas les moyens de soutenir aussi cet effort de guerre. Et puis, il y a les délais. C'est-à-dire que là où les Ukrainiens mettent 2 jours pour fabriquer un drone... Nous, il l'a reconnu, notre retard sur les drones. Et nous, mais parce que justement, on a ces structures administratives qui sont très, très lentes et très difficiles en France, et donc qui ralentissent. Les Américains ont parfaitement compris ça. Trump, là, a pris une décision en fin d'année dernière. Il a dit, hop, maintenant c'est fini. Toutes les procédures de justification et de contrôle, on passe outre. Alors, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Pour l'industrie de défense, et allez-y, les petits gars. Mais il coupe
complètement tout ce qui est contrôle. Donc effectivement, nous, avec notre pile de contrôle, on a beaucoup de difficultés. Et puis, le président, le président on est à portée de tir. Oui, on est à portée de tir. Mais le seul problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de contrecarrer ces tirs. On est en retard. Et on n'a pas les moyens de la riposte en tir profond de l'autre côté. Et là, c'est 2035, 2040, 2000 combien pour y arriver ? Ziad, Emmanuel Macron assure par ailleurs que les 2/3 des capacités de renseignement de l'Ukraine sont assurées par la France. Quand il y a peu, c'était par les États-Unis. Bon, impossible de vérifier. En tout cas, il le dit, nous sommes prêts à dissuader et à tenir la paix sur notre sol. Vraiment ? Non, mais il fait un discours de président. Il a raison. J'allais presque dire des évidences. Après, là, ce passage sur le renseignement en Ukraine, moi, on lui laisse la paternité de ce qu'il dit. Mais on demande à la France de faire un effort militaire. Excusez-moi, on n'est pas foutu de passer un budget. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de... Moi, je suis d'accord. En tout cas, les 36 milliards sont bien dans le projet de loi de finances. On l'a entendu tout à l'heure. Il faut que ça soit voté, il faut qu'il y ait un budget, il faut que ce budget soit mis en place, il faut que la classe politique ait un minimum de cohérence sur ces sujets absolument, j'allais dire, stratégiques. Quand le président dit on est une cible, on est une première cible, on pense que oui, il a raison, mais peut-être ça peut se discuter. Enfin, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est comme si d'ailleurs cette affaire ukrainienne était en dehors de la vie civile française. C'est-à-dire... ça se passe entre le président, les généraux, les Allemands, les Américains, l'opinion publique. Voilà. Donc nous, comme si on était exclus de tout ça en tant que citoyens, ou parce que ça ne nous intéresse pas, ou parce qu'on est saturé par l'Iran, l'Irak, je ne sais pas quoi, etc. Donc je pense que déjà, si on mettait un peu d'ordre dans la maison, si on sortait de la paralysie politique, si on avait un leadership, alors je suis désolé du cynisme, quel qu'il soit, ça permettrait de clarifier les enjeux de la France et les enjeux de ses partenaires allemands, italiens, etc. Donc on n'en est pas là du tout. Et en face, on a un ennemi, entre guillemets, parce que j'entends dire ici et là qu'il y a des gens maintenant qui disent qu'il faut discuter avec l'ennemi. Dont Emmanuel Macron. Depuis décembre, il dit ça. Voilà, les Italiens disent ça. Et Vladimir Poutine s'en félicite. Qu'en pensez d'ailleurs de ça ? J'en pense que Vladimir pense qu'il a les cartes en main, qu'il a les moyens de tenir indéfiniment, ce qui est un vrai problème. Il a les moyens de tenir, il n'y a pas d'opinion publique, ça ne se révolte pas. Il peut tuer 200 000 soldats russes en 6 mois, ça passe. Il a une industrie de guerre qui a basculé complètement, il n'y a plus d'économie russe, on ne produit que de la poudre à canon. Donc il tient et il bombarde Kiev de manière absolument odieuse pour montrer qu'il tient et qu'il peut aller loin et qu'il faut briser le dos de l'Ukraine, il faut briser le dos des Européens, il faut amener Donald Trump, son pote, à aller faire un espèce de deal qui mettrait tout le monde au carré pour 10-15 ans. Je trouve ça assez pathétique, en fait. Fabrice, justement sur Moscou, qui demeure, comme Ziad l'a expliqué, confiant dans le cadre de cette guerre, pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Peut-être un mot de ce dont on parlait tout à l'heure, justement pour parler des potes, comme dit Ziad, de Vladimir Poutine. Les événements au Venezuela et en Iran, ça ne l'affaiblit pas. C'était pourtant des alliés. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur les autres dossiers, Iran, Venezuela, Groenland, on regarde même Gaza, on regarde les États-Unis. Poutine, il a gardé une carte, c'est l'Ukraine. Aujourd'hui, la personne qui peut décider de la trêve, je ne dis même pas de la paix, mais en tout cas d'un cessez-le-feu, c'est Poutine. Et ça, Trump, il n'arrive pas à le comprendre. Enfin, il le comprend et il ne fait que dire « c'est mon ami, mais il me déçoit beaucoup ». Qu'est-ce qu'on a sur le terrain ? On a aussi Volodymyr Zelensky, donc le président ukrainien, qui vient de dire qu'il n'avait pas été capable de répondre aux attaques de la Russie parce qu'il n'avait plus de munitions dans les systèmes anti-défense aérienne. Ce qui est quand même gravissime. On sait très bien qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a des problèmes de munitions. Donc... Poutine, il a l'avantage sur ce dossier-là. Donc les Ukrainiens, on avait entendu déjà Volodymyr Zelensky qui commençait à dire qu'il pouvait peut-être trouver des arrangements sur les territoires. Il y a toute cette discussion sur les garanties de sécurité. Mais ce qui est clair, c'est que s'il y a un dossier sur lequel Poutine reste la personne qui peut avoir un pouvoir décisionnel, c'est celui-là. Il ne va pas le lâcher. Parce que sur les autres, il a un petit peu perdu de sa splendeur. Il l'a vu. Et d'ailleurs, sur le Venezuela,
Il a fallu attendre très très longtemps avant qu'on ait même une remarque de la Chine ou de la Russie, c'est ce qui est intéressant. On l'a bien remarqué. Donc il a cette carte-là, Poutine, il le sait très bien. Ça va faire 4 ans, ce qui était absolument ahurissant. Et surtout, les attaques là sur tout l'appareil énergétique, c'est criminel. En plein hiver, il fait moins 20 à Kiev. Il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont rien du tout. Donc il va continuer d'appuyer jusqu'à ce qu'il puisse faire valoir cette domination. Et c'est déjà l'heure des dessins, Laure, sur l'Ukraine. Oui, je vais vous montrer 3 dessins. Justement, un dessin du dessinateur américain Cal pour The Economist, qui a voulu représenter les négociations de paix, donc au point mort, et surtout la politique de la carotte américaine et du bâton ukrainien qui ne fait pas faire bouger d'un iota Poutine, qui reste absolument imperturbable, campé. Alors c'est plus un âne, c'est un espèce de taureau qui ne bouge pas. Triste constat. Un autre dessin un petit peu plus cocasse de Hector, dessinateur français. On le sait, le SME pour la coalition des volontaires à Paris a permis quelques avancées quant aux garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais le dessinateur n'en attend pas grand-chose. Et il le fait savoir dans son dessin. Passer devant, disent les Américains, et puis on voit donc l'Allemand qui dit « poussez pas » et le Français qui dit « attendez, j'entends encore des coups de feu avant de franchir le front ». Et puis alors, pour terminer, ce dessin de Fares Garabet, dessinateur syrien, ce qui montre que quand même... ça intéresse au-delà de l'Europe. Comment l'Europe pourrait être sur tous les fronts? Est-ce qu'il faudra qu'elle choisisse à pile ou face entre l'Ukraine et le Groenland donc maintenant? Et est-ce qu'elle devra sacrifier l'un pour l'autre? C'est la question qu'on va se poser dans les prochains jours. Mais c'est vrai que l'Europe aurait intérêt à... Je ne sais pas quoi faire, Quelque chose. mais à se ressaisir. Merci beaucoup Laure, merci pour ces très beaux dessins à tous les dessinateurs de presse que vous avez sollicités. Merci Fabrice, merci Patricia et Ziad de m'avoir accompagnée pour une semaine dans le monde. C'est la fin de l'émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous, prochain point complet sur l'actualité dans quelques minutes.